Bonjour à tous. Je vais me présenter parce que vous ne connaissez pas trop, je pense que ça fait qu'un an que je suis à la SBF. Comme j'avais pas encore trop participé à la société, j'avais proposé de faire une conférence voilà, pour participer à la vie de la société. Il y avait plusieurs thématiques. Moi, je suis passionné par la flore et la faune aussi, mais particulièrement par la flore des îles subantarctiques. J'ai eu l'occasion de faire une mission d'un an et demi sur l'île Amsterdam dans l'océan Indien. Et depuis ça, je me suis passionné pour ces îles. Donc l'année dernière, je suis parti avec mon sac à dos sur les îles Malouines en Patagonie et sur l'île Robinson Crusoe. Alors je voulais essayer de trouver une thématique là-dessus. Philippe Danton avait déjà fait une intervention sur la flore de Robinson Crusoe, ben, je me suis dit que j'allais parler des Malouines. Je n'en avais pas encore parlé. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc les Malouines, je pense que vous les connaissez tous via la guerre qu'il y a pu y avoir dans les années 80, en 1982. Donc les Malouines, elles sont situées à 400 km des côtes argentines. C'est revendiqué par l'Argentine depuis très longtemps, mais c'est enfin c'est britannique depuis 1832, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Là, vous voyez, donc là, c'est une carte qui n'est pas publiée encore. C'est un article qui devrait sortir sur l'endémisme dans les îles subantarctiques. Donc on voit que comparé à des îles comme Juan Fernandez, bien que ce ne soit pas complètement subantarctique, mais ça fait partie du circonde austral, il y a quand même assez peu d'endémisme. Il y a quand même 8% d'endémisme, il y a 14 plantes endémiques, on va tout voir, qui faisait partie un peu de mon but lors de ma venue. Et, euh, et voilà. Les Malouines, c'est pratiquement pas habité. Il y a 3200 civils. Je parle civil parce qu'il y a une énorme base militaire avec plus de 1000 militaires. Donc ça fait un quart de la population qui est militaire sur ces îles-là. Parce que l'Angleterre veut garder cette terre. Euh, il y a la capitale, Port Stanley, où il y a deux tiers des habitants de l'île qui sont regroupés. Et puis le reste, c'est très sauvage. C'est quelques éleveurs qui ont qu'ils appellent des settlements un peu partout. Et donc là, je vais vous présenter la flore sur ces cinq spots. Donc on va commencer on verra au fur et à mesure, mais par New Island. Là-bas, tout, c'est quand même assez grand. Ça fait 250 km de long, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc ça se fait avec des petits avions qui atterrissent sur des pistes en herbe. Donc c'est assez route. Mais pour donner une échelle, c'est 1 heure d'avion pour traverser d'un bout à l'autre l'archipel. L'archipel, il y a plus de 700 îles. Donc, bien sûr, on comprend les petites îles, mais c'est surtout deux grosses terres. Il y a West Falklands et East Falklands. Donc, les Anglais n'appellent pas ça les Malouines, ils appellent ça les Falklands. Nous, les Français, on appelle ça les Malouines, puisque les premiers à avoir colonisé les Malouines, c'était des Français. C'était par Bougainville en 1764, je crois. Et c'était des marins, surtout qui venaient de Saint-Malo. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les Malouines. Donc c'est utilisé pratiquement que par les Français, mais il y a aussi les Argentins qui appellent ça Malvinas, pour pas dire les Falklands, comme ils veulent pas trop de relations. Euh, D'abord, je vais vous présenter quelques photos des paysages. Donc ça, c'est vu depuis les avions. Donc il n'y a pas d'arbres, c'est des paysages très plats. Il y a quand même, on verra deux chaînes de montagnes. Le sommet est à 705 mètres, donc montagne. Mais bon, à 705 mètres, c'est un équivalent de pratiquement 2000 en France dans le niveau des paysages, parce que c'est complètement dénudé à cause du climat, on va en reparler, et des vents. Donc, on va voir aussi la géologie, mais c'est beaucoup de granit et gneiss. Et puis, il y a pas mal quand même, une grosse part des côtes qui sont faites de sable blanc, ce qui est assez rare dans les îles subantarctiques. Normalement, c'est des îles océaniques qui sont d'origine volcanique, donc avec beaucoup de plages de sable noir. Donc, pour la petite anecdote, c'est le seul endroit au monde, avec un peu, il y a quelques îles de la Terre de Feu, mais où on peut voir des manchots sur sable blanc. C'est vrai qu'on voit en général des photos de manchots, c'est sur sable noir quand c'est en Antarctique. Donc, je vais vous montrer quand même quelques animaux, hein. Bien la flore, mais il y a le reste aussi. Donc là, les manchots papous. Donc il y a 5 espèces de manchots qui sont énormément répartis, beaucoup d'oiseaux, ça c'est les cormorans impériaux. On va voir. On va voir aussi, je vous donne juste une image un peu des paysages. Ça c'est des coussins de Bolax, pour ceux qui connaissent pas, c'est des apiacés, étonnamment. Bon, je passe rapidement parce que vous allez voir, hein. Je vais avoir du mal à tenir 40, enfin, faire moins de 40 minutes. Euh, Ça c'est les montagnes, 705 mètres, c'est les seules neiges résiduelles qui est restée. Alors je suis parti il y a pile un an, j'y suis resté 23 jours. Et voilà ce qui est resté comme neige fin, début décembre. Donc ça neige pas tant.
La neige reste pas longtemps. On va voir le climat un petit peu plus loin. Voilà, ça, c'est la capitale, la seule grosse ville, enfin la seule ville tout court, des Malouines. Et là, c'est où a eu lieu une bonne partie des batailles durant la guerre des Malouines en 1982. Voilà la capitale vue du haut. Et le climat. Donc le climat, on est sur une moyenne de 5,6 degrés, je crois. Donc avec quand même une grosse différence entre l'hiver et l'été, pas tant, mais les saisons sont quand même marquées. Il fait pas si froid, c'est pas si extrême. Le record est de -11. Moi, quand j'y étais, j'ai pas connu de gel. Bon, après, c'était en plein été. Et puis, record de chaleur de 24 degrés. Il pleut très peu, pas très peu. Il pleut pas beaucoup. Un peu comme tiens, quand j'ai été en Patagonie, la partie est de la Patagonie est très sèche à cause des Andes qui coupent les arrivées de pluie. Et donc, comme Halloween, comme il y a assez peu de relief, eh bien, les nuages sont pas arrêtés et donc il pleut peu. Donc, il pleut beaucoup plus, enfin beaucoup plus, il pleut plus à l'est, donc avec un peu plus de 600 millimètres par an du côté de la Port Stanley, la capitale. Mais à l'ouest, il pleut encore moins et c'est inférieur à 400 millimètres par an. Donc, il y a énormément de vent, bon, comme sur toutes les îles subantarctiques, hein. Il n'y a pas besoin de voir un anémomètre, hein. Mais pour autant, les avions décollent quand même. Donc là-bas, faut décoller à tout moment. D'ailleurs, il y a ça, sur certaines îles, les pistes sont tellement courtes qu'il faut avoir du vent pour pouvoir atterrir. Donc ça, c'est la carte géologique des Malouines. Donc c'est un résidu je sais pas si on peut appeler ça un résidu, mais un résidu du Gondwana. Donc ça, c'était auparavant lié entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud, et puis encore plus avant avec l'Afrique du Sud. Donc c'est principalement des gneiss et des quartzites et puis des grès, comme je disais. Et puis les plus vieilles roches, elles sont au Cap Mérédith, par ici, là. Elles datent du Précambrien, il y a 1100 millions d'années. Et elles ont des similarités avec celles d'Afrique du Sud, ce qui est assez étonnant. Et puis vous avez la Laponie, qui est un territoire extrêmement plat. Je crois que ça ne dépasse pas une dizaine de mètres de hauteur, alors c'est des surfaces énormes. Donc c'est une géologie un peu différente. On va parler des plantes maintenant. Donc, je crois que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 180 espèces indigènes. On en reparlera, mais les exotiques, il y en a 251, mais elles sont assez peu dispersées par rapport à certaines autres îles. Euh, et elles ont majoritairement une origine sud-américaine. 89%, 88% sont d'origine sud-américaine, et puis il y en a pas mal qui sont partagés avec les autres îles subantarctiques. Je crois que c'était 19% les chiffres. C'est-à-dire la Géorgie du Sud, les Kerguelen, Crozet, les Macquarie, ouais, toutes ces îles-là. Donc on va se dérouler un peu par milieu, par altitude. On va voir un peu les plantes qu'on y trouve. Je vais essayer de parler de milieu, mais j'arriverai pas à parler de tout. Mais voilà un peu la tête que le littoral peut avoir au Malouine. Voilà. Comme ça, on a l'impression qu'il fait chaud. Mais là, je vous assure que je ne me baignerai pas. Donc ça, sur les côtes rocheuses, vous avez quelques algues. Bon, on a des Nocystis, pas très bien connues. Et puis vous avez celle-là qui est beaucoup plus connue, Durvillea. Alors ça va être l'occasion d'introduire un peu le titre, qui était une flore pas méconnue des Français. Il y a beaucoup de naturalistes français qui y ont passé. Et du coup, on retrouve encore beaucoup de marques de ces naturalistes, soit via le nom des plantes, soit via les descriptions, on verra. Donc là, Durvillea, c'est pour Jules Dumont-Durville, qui est quand même bien connu, qui a donné d'ailleurs son nom à la base française en Antarctique. Enfin, c'est pas lui qui l'a donné. Et donc, cette algue a pris son nom par Bory, qui était un spécialiste des cryptogames, qui a décrit beaucoup de fougères, mais aussi des algues. Pardon. Et, euh, et donc voilà, cette algue a pris son nom. Donc ça, c'est une algue laminaire qu'on trouve sur tout le pourtour du continent antarctique. Donc, je vous ai mis une photo. Donc lui, il est venu en 1822. Sur la coquille, il était second de la coquille qui est devenu l'astrolabe. Donc on a toujours un navire français actuellement qui s'appelle l'astrolabe et qui fait la navette entre la Tasmanie et la base française d'Urville en Antarctique. Donc une plante très courante sur les bords du littoral, c'est la Leptinella scariosa, donc une astéracée à fleurs toutes tubulées. Et puis c'est un Français aussi qui l'a décrit, ce que j'ai mis, voilà. Alexandre-Henri Gabriel de Cassini, qui était spécialiste des astéracées, qui en a décrit quelques-unes sur les Malouines. C'est assez vite, parce qu'il y en a un paquet des espèces. Crassula moscata, donc une crassulacée sous ces latitudes. Ouais, pour une fois que j'ai été sous ces latitudes, je ne pensais pas que ça pouvait.
ça peut exister, ben, il y en a quand même quelques-unes. Donc, celle-là, elle est vraiment rase, elle est que sur le milieu littoral. C'est une plante halophile. Vous avez un poa très robuste, Poa robusta, qu'on ne trouve pareil qu'en situation très exposée aux endroits. Et puis, vous avez des sénessons. Alors, il y a pas mal de sénessons sous les latitudes, c'est si on pense. Lui, il colonise les plages de sable. Je sais pas, il pourrait être comparé à. Il est souvent avec l'Oya. L'Oya est introduit là-bas au Malouine, on le trouve beaucoup dans ces milieux-là. Et puis, sur ces milieux, vous avez, je fais une petite aparté, Antomo. En plus, on est dans un petit Antomo, ça tombe bien. Dans les îles subantarctiques, vous avez des adaptations, en particulier le vent chez les insectes, c'est la perte d'ailes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la nourriture qui est plus importante sur les littoraux avec les pinnipèdes, enfin avec les otaries, les éphémères, etc. Mais une grande part de la raison, c'est le vent. Donc il y a beaucoup d'insectes qui ont perdu la faculté de voler. Donc là, vous avez une mouche, Paractora. Alors il y a d'autres, il y a pratiquement une Paractora par île subantarctique. Il y en a à Crozet, par exemple, Paractora druxy. Et donc, ces insectes-là ont perdu la faculté de voler, on les voit souvent. Et puis, vous verrez, des fois, je vous ai mis des photos qui n'ont pas forcément été prises au Malouine. Ça, c'est une espèce qui n'est pas au Malouine, que j'ai vu plus loin, plus tard en Patagonie, mais pour montrer un peu l'évolution. Donc là, la même chose chez une tipule, donc le cousin. Quand même des gros insectes. Vous avez la même chose sur l'île d'Amsterdam, où j'ai pu hiverner pendant 1 an et demi avec un papillon qui a perdu une bonne partie de ses ailes et qui ne vole plus. Voilà. On va revenir aux plantes. Après, vous avez un genre qui est très connu dans l'hémisphère sud, c'est les acénas. Euh, les acénas, ça peut être comparable à nos aigres moines ou à nos sanguissordes, mais en fait, parce qu'ils font des fruits accrescents, et c'est un peu en forme de harpon, et donc ça s'accroche aux vêtements. C'est un peu comme le gaillet. Voilà, une fois que vous vous promenez dans ces terres-là, vous en avez sur le pantalon pendant tout le voyage. Les acénas. Donc c'est des rosacées, vous l'aurez deviné. Vous avez tout petite ranunculus, ranunculus saccolis. Et alors, vous avez très peu de plantes ligneuses, il y en a quelques-unes, donc j'ai dit qu'il n'y avait pas d'arbres, parce que ça reste des arbustes assez modestes, qui dépassent rarement 1,50 m, 2 mètres. Donc ça, c'est la Véronique elliptique, donc c'est une Véronique qu'on trouve en Patagonie, au Malouine, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc une Véronique ligneuse, c'est étonnant pour nous, on a quelque chose un peu fructifère en montagne, mais voilà. Donc elle est en voie de disparition, mais elle subit beaucoup l'abrutissement par les moutons. Donc, c'est une terre britannique, donc il y a énormément de moutons. C'est surtout le gros impact qui est sur ces îles-là. Et donc, en général, il en reste soit sur les îles où il n'y a pas eu de moutons, soit sur les falaises, sur les zones côtières inaccessibles aux bêtes. Donc là, c'est sur une île où il n'y a plus de moutons. C'est sur New Island. C'est la seule grosse île qui est en réserve naturelle. À l'époque où je suis arrivé, il y avait encore pas mal de floraison d'Olzimium filifolium. C'est une iridacée et ça a été élu fleur nationale, fleur régionale si on veut des Malouines. C'est pas un pays à part, mais fleur nationale des Malouines. C'est un peu l'emblème de la flore de là-bas. D'ailleurs, il y a le guide des Malouines, enfin de la flore des Malouines, qui est sorti en 2019. Il y a le cul, et c'était la plante qui est en préface. Ah oui. Ça a été décrit sous Zizirhynchium filifolium par Godichaud. Et Godichaud, c'était sûrement le botaniste français qui a eu le plus d'impact sur la flore malouine. Donc, le voilà en photo, on va en reparler pas mal. Lui, il est venu en 1820, donc 2 ans avant Dumont d'Urville. Et puis, mais quand même à la suite, le premier botaniste français, on va en reparler, c'était Pernessy, qui est venu avec Bougainville et qui a une plante qui lui a été dédiée, on verra un peu plus loin. Bon, toujours en zone côtière, vous verrez un autre plantain, mais plantain barbu, Armeria macloviana, bon, qui ressemble beaucoup à Maritima, je crois que maintenant a été mis en signe de Maritima, on verra. C'est surtout pour l'épithète spécifique, macloviana, ça veut dire malouine. D'accord. Donc vous verrez toutes les plantes qui sont en macloviana, c'est qu'en général, elles ont été décrites des malouines. Alors ça, t'es très content de voir ça, un Lilaneopsis. La famille, comme ça, elle saute pas aux yeux, c'est une apiacée. Une apiacée et qui, quand elle n'a pas de fleurs, ressemble soit à une mimoselle ou à une littorelle. C'est vraiment pas facile quand il n'y a pas de fleurs. Donc ça, sur les zones côtières en général, ou alors en mare pratiquement temporaire, mais c'est quand même plus en suintement côtier. Vous avez aussi le céleri austral. Ça fait partie d'un groupe avec Apium prostratum. Enfin, c'est un groupe quand même assez compliqué. Mais voilà. Un céleri de l'hémisphère sud.
qui d'ailleurs a été décrit, alors, en petit Thouars, Louis-Marie Maubert du Petit Thouars, je crois qu'il s'appelle. C'était un botaniste français angevin ou Saumurois, je crois. Il n'a pas été au Malouine, mais il l'a décrit de l'île de Tristan d'Acunha dans l'Atlantique Sud. Donc il y a quelques plantes hémisphère austral qui ont été décrites par lui. Bon, après, vous avez des sortes de sagines, des colobranthus. Colobranthus, c'est comme des sagines, entre guillemets, sauf qu'il n'y a pas de pétales. C'est la différence entre les deux. Bon, voilà. Là, vous avez subulatus, qui forment des petits coussins comme ça en milieu marin, enfin en bord de mer, souvent. Ensuite, vous avez, bon, les orchidées, il y en a un petit peu, pas tant. Bon, celle-là, j'ai quand même bien cherché. On tombe pas dessus, on tombe dessus difficilement. Gavilea littoralis. Gavilea, c'est un gros genre d'orchidées en Amérique du Sud, en général. Et puis, vous avez, première plante endémique qu'on va voir, c'est Senecio falclandicus, donc anciennement littoralis. Il est encore sous littoralis dans le guide. On le trouve dans des milieux assez différents. On va voir les plantes typiques après. Là, d'ailleurs, ce que vous avez, c'est un Pletrum rubrum qui couvre des énormes surfaces au Malune. En général, on le retrouve dans ces bosquets-là. Vous avez Colobranthus quitensis aussi au bord de mer. Alors, on vient de voir Colobranthus avant. Elle, sa petite particularité, c'est que c'est une des deux seules plantes à pousser en Antarctique. Sur la péninsule antarctique, vous avez deux vasculaires, Deschamps antarctica et Colobranthus quitensis, qui se retrouvent aussi au Malouine et en Amérique du Sud. Ah, et puis après, vous avez un gros genre aussi typique des îles subantarctiques et d'Amérique du Sud, c'est les azorelles. Donc encore une apiacée, ça saute pas aux yeux, qui sont souvent sous forme de coussins, en particulier au Malouine. Il y a cinq espèces, je crois, en Malouine. Et ça a été décrit aussi par Godichaud, encore une fois. Donc ça, c'est une espèce qu'on trouve aussi en Amérique du Sud, qui est bien dispersée en Amérique du Sud, mais qui a été décrite pour la première fois au Malouine. Bon, il y a Elymus, Magellanicus. Voilà, une autre azorelle. Donc là, je l'ai vue au Malouine, mais c'est une espèce tardive, elle n'était pas en fleurs. Donc quand l'espèce est présente au Malouine, mais que je ne l'ai pas en photo ailleurs, j'ai mis un cadre bleu. Là, j'ai pris en photo en Patagonie, celle-ci. Donc voilà un peu on dirait pas que c'est une apiacée, quoi. C'est assez déroutant la première fois qu'on voit ça. Et voilà les coussins que ça peut faire au Malouine, l'Azorella monanta. Ça, c'est un coussin qui fait, je pense, bien 2 mètres de diamètre. C'est quand même des grosses plantes et qui sont très robustes. On peut marcher dessus et ça ne s'écrase pas. Alors, vous avez Poa flabellata. C'est un pâturin qui est typique aussi de ces îles-là. Au Malouine, c'est là où il y a la plus grande concentration. Ils en font des grandes plantations des fois parce que c'est une des plantes qui a le plus d'intérêt positif envers la faune. Beaucoup d'espèces d'albatros, de manchots, voilà, nidifient sur les touradons qu'ils forment, parce que ça forme des touradons un peu comme les carex en tourbière par chez nous. Donc ça, c'est une plante qui est souvent replantée. Il y a des gros problèmes de réintroduction pour cette plante-là sur les îles où il y a eu du mouton. Parce que, bien sûr, et donc celle-là, c'est un peu la. C'est étonnant que ça n'ait pas été mis en flore nationale d'ailleurs. C'est la calcéolaire de Fort Virginie. C'est une plante qui a été décrite assez récemment et qui est vicariante de l'espèce d'Amérique du Sud, Calceolaria uniflora. Elle ressemble beaucoup, mais donc uniflora est patagonienne et Fort Virginie est des Malouines. Il y a quand même une bonne différence, hein. Quand on a vu les deux, il n'y a pas trop de doute. En particulier, les feuilles sont très, très velues et puis la fleur a une couleur un peu différente. C'est pas très gros, mais alors en Malouine, ils appellent ça Lady Sleeper. Et Lady Sleeper, c'est aussi le sabot de Vénus dans certains pays. Donc une autre espèce endémique qui a été décrite par un Français, enfin par deux Français, enfin mais dans la publication de Godichaud, c'est Nassovia godichaudi. Et puis il y a même le nom d'un Français. Donc les Nassovia, c'est quand même un gros genre endémique de Patagonie et Malouine. Il y a une quarantaine d'espèces, je crois. C'est une astéracée. Je sais pas ce que je vous ai mis. Voilà. Voilà les fleurs de près. Donc, c'est des fleurs qui ne sont pas actinomorphes, c'est assez étonnant pour des astéracées. Euh, et qui sont principalement tubulaires. Alors, encore une autre azorelle, Azorella filamentosa. Donc, c'est vrai que la photo que je vous ai mise n'est pas très typique. On a du mal à voir, mais on voit des filaments par moment. Donc, ça, c'est typique de l'espèce, ce qui permet de la reconnaître assez facilement. Donc, voilà, encore une apiacée. Bon, ça avait été décrit sous un tarax quand même par Jules Dumont-Durville. Donc là, vous avez un plantain. Ça, c'est assez dingue. C'est Plantago mourii, une espèce qui a été décrite assez récemment, entre guillemets, dans les années 60, je crois, par Moore.
qui était un grand botaniste. Je crois que j'ai mis une photo de lui après, peut-être un peu plus loin. Qui était le dernier grand, enfin, c'est le botaniste qui a fait la flore de Patagonie, qui a fait une flore des Malouines également. Et donc, c'est une espèce qui n'existe que sur une grande falaise quand même de Port Stephen au sud-ouest des Malouines, avec une autre espèce qu'on verra un peu plus loin. Donc celle-là, elle est en danger critique d'extinction, elle existe que sur quelques kilomètres de front de mer. Et c'est comme un plantago barbatane avec des feuilles très velues et qui forment des bons coussins. Voilà, de plus près. Là, c'était fin de floraison, il n'y avait pas trop les fleurs. Et voilà, c'est sur ce qu'ils appellent des fiedmark, un peu des felfields, c'est des milieux un peu dénudés, mais de bord de mer. Avec, on peut voir du bolax, on va en reparler du bolax, et un peu d'Appium australe aussi avec. Voilà, ça c'était Monsieur Moore, qui a fait un énorme travail sur la flore de Patagonie et des Malouines. Et puis sur cette même falaise, enfin sur ces mêmes falaises-là, mais c'est quand même assez réduit, vous avez une Astanthus falcandicus. C'est une calicéracée, alors c'est une famille qui nous est inconnue, qui est quand même bien répartie en Amérique du Sud. J'en ai vu pas mal d'espèces, mais c'est la seule calicéracée des Malouines qui est endémique et qui n'existe que sur cette falaise, avec un peu la même distribution de Plantago maurii et qui est donc en danger critique d'extinction. Il reste quelques milliers d'individus. Donc les calicéracées, c'est une astérale. Donc, il y a des moments où ils proposaient de passer sans astéracée, donc ça se rapproche des astéracées en gros. C'est quand même un peu différent. C'est souvent graphique comme plante. Quand on monte dans les Andes à assez haute altitude, il y a des formes incroyables chez cette famille. Voilà, juste pour vous donner une idée du milieu, elle est juste ici la plante. C'est quand même, c'est pas très gros, mais ça fait 10 centimètres de diamètre. Donc c'est sur des bords de mer comme ça, qui sont très venteux et très exposés, quoi. Là, vous avez des plantagos barbata qui forment des coussins aussi. Voilà, de plus près, la flore des calicéracées. Donc là, c'est 50 pence, c'est anglais, donc c'est pour vous dire, c'est quand même petit. Bon, là, je vous ai dit que je vous présentais quelques animaux, je vais aller rapidement si je vais jamais réussir à finir, mais vous avez connu de manchot-papou dans ces mêmes milieux-là, le milieu côtier. Vous avez un canard enfin, qui a perdu la faculté de vol, ils appellent ça le canard à vapeur, parce que c'est un canard qui vole plus et du coup, il nage en tapant des ailes comme ça dans l'eau. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a parlé des mouches et voilà, des insectes qui avaient perdu la faculté de vol, mais il y a même un canard là-bas qui a perdu cette faculté. Bon, des goélands, les fameuses oies de Magellan, qui sont très très présentes là-bas. Vous avez un cormoran endémique. Bon, toutes les îles subantarctiques presque ont un cormoran endémique, c'est les cormorans impériaux, qui sont assez incroyables. Bon, les manchots, les albatros à sourcils noirs, les otaries, les manchots royaux. Donc il n'y en a pas énormément des manchots royaux au Malouines, mais il y a quand même quelques colonies. C'est le seul endroit où on peut voir sur des plages de sable blanc, comme je vous disais au début. Les manchots de Magellan. Donc c'est quand vous allez dans ces régions du monde, tout est de Magellan ou presque, si c'est pas de Darwin. Donc d'ailleurs, ben, on va en reparler. Donc un peu en arrière de ces plages-là, de ces milieux humides, vous avez une prime verte, la prime verte de Magellan. Donc moi, je suis arrivé en toute fin de floraison, pourtant début décembre, l'équivalent de, ouais, c'était l'équivalent de début juin, quoi. Qui est pas très courante au Malouines, mais qui est très courante sur le continent au niveau d'Ushuaïa, elle est très courante. Ils appellent ça de stimulaire, les Anglais. Et puis bon, bah, la Gunera de Magellan, quand même assez mythique. On connaît tous les grandes Guneras à grandes feuilles qu'on peut trouver au Brésil, au Chili, etc. Là, c'est une toute petite espèce. Il y a des feuilles qui font 5 centimètres de diamètre maximum, mais qui est très, qui colonise énormément de milieux, qui est très ubiquiste. Et puis, cette plante, elle a plusieurs particularités. D'ailleurs, elle est dioïque. Donc là, c'est les fleurs femelles. Ouais, je vous ai mis les fleurs mâles juste après. Et puis, c'est une des seules plantes à fleurs, plantes vasculaires, à faire des symbiotes avec des nostocs. Alors, on connaît ça chez les Ophiopterotes, mais c'est quand même très rare chez les plantes à fleurs, et elle en fait au niveau des tiges. Donc, c'est la famille des Guneraceae. Ensuite, vous avez un Myriophyllum, qui est très intéressant aussi pour la faune. Il y a beaucoup de cygnes et tout ça qui l'utilisent comme nourriture. Donc, je vais vous parler de quelques fougères, sinon Germinal vient d'arriver dans la salle. Là, vous avez un Botrychium, qui est très rare. Il est connu que de 3 localités au Malouines. Botrychium duzenni, qui à l'époque a été décrit sous une variété de Lunaria. C'est vrai qu'il y ressemble beaucoup. Dussen était un botaniste suédois, je crois bien. Et donc ça, on le retrouve sur des endroits très sableux, très ouverts, où il n'y a pas du tout de compétition. Et puis, alors, avec cette plante-là, donc je ne l'ai pas vu au Malouines, c'est pour ça que je vous ai mis en bleu, je l'ai vu plus tard en Patagonie. Mais en général, au Malouines, à chaque fois que les botanistes ont trouvé Botrychium, ils ont trouvé Arachnitis avec.
Arachnitis uniflora, qui est une corsiacée, c'est une famille qui nous est un peu inconnue, et qui est myco-hétérotrophe. Voilà, je vais parler des champignons tout à l'heure, ça tombe bien. Et donc, on pourrait croire un peu à une Orchidea saprophyte, mais ce n'est pas le. Bon, vous avez aussi un galier antarctique. C'est reconnu, il a souvent trois pétales, mais c'est pas, c'est peu courant d'ailleurs, chez les galiums. Vous avez une rubiacée, on bien Arnaud est là aussi. Nertera granadensis. Je crois que je vous ai mis la fleur juste après. Voilà, la fleur et le fruit. Donc ça, c'est une plante qui est pas mal répartie sous ses latitudes. On trouve dans pas mal d'endroits, des isolépices. Donc ça a été décrit sous érigéron par Godichaud. Donc c'est Symphyiotrichum vali. Donc là, pareil, c'est une plante tardive, je ne l'ai pas vue en fleur au Malouine, mais elle était en pleine fleur à Ushuaïa. Bon, la calitriche de l'Antarctique qui est répartie sur toutes les îles subantarctiques. On connaît bien avec ses feuilles bien impactées par les stomates. Enfin, où les stomates font des bonnes empreintes. Et puis, vous avez un lobelia, qui avant était en Prassia, Prassia repens, qui a été décrit sur Prassia par Godichaud, parce que quand Godichaud il a fait son expédition par l'Omalouine, il y avait un commandant de bord qui est mort pendant le voyage qui s'appelait Pratt, et du coup, il a donné ce nom-là à ce lobelia, qui est passé en lobelia depuis. Campanulacée, donc. Vous avez une cypéracée qui est quand même bien courante dans ces milieux un peu humides. C'est Aureolus obtus angulus. Les Aureolus sont répartis surtout dans l'hémisphère sud. Il y en a au Malouine aussi. Je crois que j'ai mis après, ça fait un peu de ce qu'ils appellent des bogues, des mini-touradons un peu dans les végétations. C'est très robuste, très dur. Quand on marche dessus, ça s'écrase presque pas. C'est assez étonnant comme plante. Bon, vous avez une Zimac. Les Moncia fontana, étonnamment, qui est une espèce cosmopolite presque bipolaire qu'on trouve dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et puis là, vous avez une autre azorelle, Azorella ranunculus, qui maintenant qui s'appelle Schizailema. C'est vrai que ça a une tête un peu différente des azorelles, mais ça reste une apiacée. Hydrocotyle, des renoncules. Alors ça, c'est une jeune cassée, assez étonnante. Roscovia, encore une fois, Magellanica, qui est très courante, aussi bien en Malouine qu'en Amérique du Sud, mais qui graphiquement est très sympa. Et puis, vous avez des Calta de l'hémisphère sud, qui sont assez incroyables, qui maintenant, par moment, s'appellent Psychrophila, mais bon, ça dépend des références qu'on peut avoir. Donc, Calta sagittata, on va voir les deux autres espèces. Enfin, il y a une autre espèce au Malouine, Calta sagittata. Donc, ils sont avec des grèbes, des magnifiques grèbes là-bas aussi. On va rentrer un peu plus dans les terres, dans les inland rock, donc dans les milieux rocailleux de l'intérieur des terres où en général le climat est assez rude. Donc là, juste avant, vous voyez les paysages là. Donc tout ce que vous voyez en général, c'est white glass. On va voir ce que c'est. Et puis là, vous avez des empétrums, empétrum rubrum. Donc ce qui est intéressant, c'est que le genre empétrum, un point de vue phytogéographique, c'est un peu un cas d'école parce que vous avez empétrum nigrum, donc dans l'hémisphère nord chez nous. Et puis Empetrum rubrum dans l'hémisphère sud, sur ces îles-là, où c'est vraiment très très courant. C'est une des plantes les plus courantes, je suppose, d'Amérique du Sud et des Malouines surtout. Et ils appellent ça Diddledy, et la baie sert à faire des confitures. Donc, au Malouines, vous êtes obligé de voir de la confiture d'Empetrum, il y en a partout. Ensuite, vous avez des Baccharis. Donc, c'est vrai que les Baccharis de là-bas sont peut-être un peu différentes du Baccharis alinifolia qui est invasif chez nous. C'est des Baccharis complètement rampants, donc à fleurs toutes tubulées aussi. Ils appellent ça Christmas Bush parce que ils remplacent le gui à Noël avec cette plante-là. Et puis vous avez Cortarderia egmontiana qu'ils appellent Wild-Grass. C'est une plante qui est très connue des éleveurs ovins au Malouines. Elle recoupe des énormes surfaces, elle est très peu nutritive pour les bêtes. Donc, moi, j'avais rencontré un éleveur qui m'avait dit quand il y a cette plante-là, on évite de mettre les bêtes. Mais sauf que la plante est partout, donc c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Ils avaient un Goltaria, très courant aussi, Goltaria pumila, qui anciennement donc, était Pernetia en pétrifolae. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier botaniste français à avoir été sur les Malouines, c'était Perneci, avec l'expédition de Bougainville. Et du coup, Godichaud, en son honneur, lui a dédié ce genre-là, qui maintenant est passé en Goltaria. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé des Acénas, encore une autre espèce, Acéna magellanica, qui est très courante à l'intérieur des terres, comme sur la majorité des îles subantarctiques. Un peu de fougère quand même, Blechnum magellanicum, qui pareil forme des fourrés, enfin c'est pas vraiment des fourrés parce que c'est pas ligneux, mais qui forment des végétations parfois presque impénétrables, ça peut faire plus d'1,50 m de haut
et ça fait des grandes plantes. Et puis, au milieu de tout ça, généralement, vous avez les oxalis. Donc, je sais pas si vous le savez, mais les oxalis sont un gros centre de diversification en Amérique du Sud. Donc là, vous avez qu'une espèce sur les Malouines, c'est Eneaphila, qui s'appelait scurrygrass, ce qui est comparable au scorbut, l'herbe au scorbut. Et c'est un peu comme le chou de Kerguelen, voilà, ça s'appelait Pringlea, Antiscorbutica, c'est des plantes que les marins mangeaient pour éviter d'avoir le scorbut. Bon, et puis vous avez Ostroglechnum pennamarina. Une fois qu'on a visité les îles subantarctiques, on croise partout. Elle est sur la majorité des îles subantarctiques. Il y a juste deux îles où elle n'est pas, Hilliard Island et Bouvet Island. Mais c'est une plante qui est vraiment courante et qui est sur une grande majorité de milieux. Et avec l'arbuste le plus important en taille sur l'île, c'est Chiliotrichum, qui peut faire 1,50 m, 2 mètres de haut, une astéracée, donc ligneuse, et qui est pas mal impacté aussi par les moutons. Voilà, les quelques arbustes que j'ai pas vus qui étaient pas broutés, un peu en montagne, là où les bêtes vont moins. Voilà, les plus grands arbustes des Malouines. Alors, vous avez quelques hyménophiles. Ça, c'est Hymenophyllum caespitosum, bon, qui a été décrit par Gaudichaud aussi. Je sais pas si je crois que j'en présente un autre hyménophile pour faire la différence. Et puis là, vous avez le seul genre qui est endémique des Malouines, c'est Phlebolobium maclobianum, donc le Phlebolobium des Malouines, et qui a été décrit sous un premier temps sous le genre Brassica par Jules Dumont d'Urville. Donc ça, c'est une des espèces qui a le plus souffert de l'arrivée des hommes et des commensaux, parce que c'est l'espèce qui souffre le plus du broutage des bêtes. Donc cette plante-là, elle a un grand danger d'extinction. On peut soit la trouver sur des îles où il n'y a pas de bêtes, soit sous des rochers un peu moins exposés où les bêtes vont pas. Donc là, c'était le cas. C'est le seul pied que j'ai vu. Je l'ai cherché pendant 2 jours. C'est compliqué. Donc ça a fait penser un peu à nos arabis hein, européens. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi on met pas ça sous arabis, mais j'ai pas creusé. Voilà un peu les milieux. Vous avez une autre endémique qui elle, est un peu plus courante, qui s'appelle Vanilla Daisy. C'est l'Eucaria suaveolens, qui a d'abord été décrit par Dumont d'Urville aussi, qui est bon, l'Eucaria, c'est un genre qui est très diversifié en Amérique du Sud, mais bon, l'espèce sera endémique et surtout elle sent la vanille. Et donc les Malouins la connaissent bien grâce à son odeur. Ça, je passe. Vous avez Orthoxanthum, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que 12 autres poacés, je passais. Mon Stichérus, Cryptocarpus, donc ça c'est une Glechéniacée. Je ne sais pas trop s'il y en a qui ont été un peu en milieu tropical, on rencontre plus souvent cette famille de fougères. Elle est assez rare aux Malouines, on ne la trouve que sur l'ouest des Malouines, je l'ai rencontrée 2 fois. Ça forme voilà, des gros patchs comme ça, mais c'est quand même assez rare. Et c'est une famille de fougères qui se reconnaît avec ses ramifications dichotomiques en général. Je crois que j'ai mis une photo après. Voilà, la croissance se fait toujours dichotomiquement. Je sais pas si on dit. Bon, un autre Hippocaeris, enfin non, pas un autre, on n'a pas vu encore, Hippocaeris arenaria, décrit par Gaudichaud aussi. On rencontre pas si souvent que ça. Et puis une plante, bon, elle n'est pas endémique, mais elle est subendémique, c'est Gamocaeta malvinensis, comme on pourrait, on est français, donc c'est compliqué, mais. Donc c'est une plante qu'on retrouve sur les Malouines, sur les îles de Los Estados, les îles de l'État, qui sont tout au large de la pointe d'Amérique du Sud, et puis la péninsule de Mitre, qui est au sud pareil, de la péninsule par d'Ushuaïa. Voilà, c'est une plante assez rare, mais qui au Malouines on rencontre quelques fois. Bon, celle-là, je ne l'ai pas trop vue en fleurs au Malouines, j'ai vu les feuilles, mais je l'ai vue plus loin en fleurs dans les forêts d'Ushuaïa, donc c'est la ronce, qui est assez incroyable. C'est une ronce rampante qui dépasse jamais 3-4 cm de hauteur. Bon, après, on reconnaît, mais c'est vrai que sur le coup, c'est un peu déroutant. Vous avez une violette qu'on voit pas souvent. Il n'y a que deux espèces de violettes au Malouines, trois espèces, pardon. Ça, c'est Viola maculata, qui est la seule plante hôte du seul papillon résident sur les Malouines, qui est, il l'appelle, comment il appelle ce papillon? Parklands fritillary, quelque chose comme ça. Donc c'est le seul papillon résident et pour le réussir à le prendre en photo, il faut qu'il y ait plein de vent. Donc là, ce jour-là, il ne pouvait pas bouger parce qu'il y avait un vent de dingue. Donc c'est la seule façon de le prendre en photo. Et il est quand même pas courant, ce papillon-là, parce que la plante haute n'est pas courante non plus. Allez, encore une endémique. Un sénéchio, un autre sénéchio, on a déjà vu un sénéchio endémique tout à l'heure, tu vois, c'est Sénéchio vaginatus, qui n'est pas forcément courant, mais qu'on rencontre assez régulièrement dans des habitats, on va dire, classiques. Hein. Ce qui est assez étonnant au Malouines, c'est qu'il y a des plantes qui sont rares alors que les habitats sont
Ce sont pratiquement les mêmes sur une grande partie de l'archipel. Bon, un draba. Donc ça, c'est un érigéron endémique des Malouines, tout petit, qui dépasse rarement 5 centimètres de hauteur, et qui est en grosse voie d'extinction aussi. Il n'y a plus que quelques localités. C'est quand même pas facile de le trouver. Hieracium, qui a été décrit sous hieracium par Dumont d'Urville. Donc là, c'était. Alors celle-ci, ça c'est l'autre endémique, qui est la 14e endémique des Malouines, donc, qui a été à Antarctica. J'ai vu un bout de feuille comme ça, c'est une espèce, il n'y a plus que trois localités, je crois. Et il y a très très peu de personnes qui ont eu l'occasion de le voir en fleurs parce que c'est une espèce, bon, c'est un peu anecdotique quand même, quoi, mais elle reste endémique des Malouines. Côte de Norquis, alors je sais pas si on est en Amérique du Sud, c'est une plante qu'on trouve beaucoup dans les sous-bois de Notophagus, mais qui aux Malouines n'est pas forcément courante et qui a été dédiée à l'Essonne, je sais pas, botaniste français, qui avait été sur ces îles-là en même temps que Dumont d'Urville. Donc voilà, qui a été sous un premier temps décrit sous Epipactis, c'est assez étonnant. Voilà, René Prinvert des. Et voilà, là, ça, c'est des photos dans des sous-bois à Ushuaia, où c'est une orchidée qui est quand même assez courante et très graphique. Ça, ça c'est une autre endémique des Malouines, Quevrelia, moi je pense qu'on dit Chevrelia quand même, Lycopodioides, qui a d'abord été décrit sous un gnaphalium, par encore une fois d'Urville, qui est une plante qui passe vraiment inaperçue, ça fait 2 centimètres de haut, ça forme des tapis argentés au sol. Elle souffre moins du coup de l'abrutissement par les ovins, mais voilà la tête que ça peut avoir. Alors, Chevrelia, c'est un genre on trouve très peu de photos sur Internet, parce que c'est vrai que c'est pas. C'est une astéracée, j'ai oublié de préciser, qui est là et en pleine fleur. Il y a quelques pistils qui doivent dépasser, mais. Ensuite, vous avez Tiberi, c'est Myrteola nurmuraria, la seule myrtacée de l'île. C'est avec ces feuilles qui font le thé, là-bas au Malouines. C'est bien connu des Malouins. Bon, et puis quand même, une plante très courante que je vous ai parlé plusieurs fois, Bolax gumifera, l'apiacée, qui est très courante dans les endroits vantés des Malouines. Donc là, moi, j'aime pas marcher sur ces plantes-là, mais là, vous n'avez pas le choix. Des fois, il y a vraiment que ça. Et quand elles sont en bonne santé, vous marchez dessus, il n'y a aucune trace, quoi. C'est vraiment dur comme de la pierre quand c'est en bonne santé, quoi. Donc voilà, on reconnaît. C'est difficile de reconnaître les apiacées, mais voilà les fleurs, voilà les fruits. Alors, gumifera, parce que ça forme une espèce de gomme, aussi bien quand on incise la tige ou les racines que quand on incise les fruits. Et étonnamment, j'ai fait ça, mais j'ai pas pris de photo. Mais voilà, ça, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, gumifera, gomme. Donc là, vous avez à droite des fleurs d'Azorella filamentosa que je vous ai montré tout à l'heure, et à gauche, les fleurs de Bolax gumifera, deux apiacées. C'est vrai que quand elles sont ensemble comme ça, c'est pas forcément simple à différencier. Et là, on va arriver en montagne. Je regarde l'heure quand même. Donc là, c'est le sommet de West Falklands. Là, on est à 700 mètres d'altitude. Le sommet, il est à East Falklands, il est à 705 mètres d'altitude. Donc c'est similaire. Mais vous allez voir pourquoi j'ai décidé d'aller sur ces montagnes-là. Donc là, c'est des zones vraiment dénudées, où il fait froid pratiquement toute l'année, où il y a beaucoup de vent. Donc là, il y a une végétation quand même très spéciale qui est inféodée. Donc un peu plus bas, juste en dessous, quand on attaque la montée de ces montagnes, on retrouve des tapis à Astelia. Alors, voilà. Voilà un peu les paysages. Ça, c'est des tapis à Astelia pumila. Une Astéliacée, c'est vrai que c'est une famille qu'on connaît pas trop, qui est quand même assez diversifiée du côté de la Nouvelle-Zélande. Et puis qui est pratiquement toujours en association avec Drosera uniflora. Donc, Drosera uniflora, végétativement, on dirait qu'elle ressemble à Rotundiflolia, mais c'est juste une fois qu'elle est en fleur. Alors, je ne vous ai pas mis de photo de fleur, je ne l'ai pas vu en fleur malouine, j'ai vu en fleur plus tard. En fait, elle a une fleur unique, qui est courtement pédonculée, contrairement à Rotundifolia où c'est multiflore et longuement pédonculé. Voilà, ça forme des énormes bocs comme ça. Donc, c'est des milieux très humides, mais qui sont très raides. Donc, on peut marcher là. C'est comme si on marchait sur un marécage, mais tout en s'enfonçant pas. C'est assez étonnant. Alors, dans ces milieux, vous avez Acena pumila. Alors, ça, c'est une plante qui est assez déroutante, parce que de premier abord, on a l'impression que c'est un ostroblectum. On en voit partout de l'ostroblectum au Malouine. Alors, on se dit c'est un ostroblectum à la feuille. En fait, on remarque que c'est un peu plus lâche. Et puis, quand on se penche, alors là, c'est difficile à voir sur cette photo, mais vous avez des fleurs d'acéna, de rosacée. Et donc, elle est quand même pas courante. Je l'ai vue que quelques fois. Voilà. Acena pumila. Donc là, c'est la quatrième acéna que je vous présente. Donc, d'ailleurs, on va arriver presque au bout des acénas. Vous avez un autre Golteria, qui est un peu plus rare. Bon, Golteria antarctica. On va rester longtemps là-dessus. Voilà, le deuxième Calta, que j'ai parlé tout à l'heure, donc il est parfois un psychrophylla. C'est Calta vraiment étonnant, quoi. La photo n'est pas excellente, mais c'est pas facile à prendre.
Ça, c'est toujours des plantes de milieu humide. Et sa petite cousine, ça, je vais quand même vous la présenter. Elle est pas mal, oui, elle est en Amérique du Sud. C'est Caltha dioneifolia. C'est le populage à feuilles de Dionée. Donc ça, c'est une plante qui est que vraiment à l'extrême sud, du côté du Cap Horn, etc., qui est assez incroyable de par ses feuilles et sa formation. Pareil, dans ces milieux, vous avez Sheinardia australis, décrit par Godichaud. Et Godichaud l'a dédié à Gémard, je crois, qui était un zoologiste français qui était sur l'expédition avec Godichaud. Donc à l'époque, c'était une centrolépidacée. Je ne connaissais pas cette famille non plus, mais maintenant, c'est passé en Restionacée. Vous les connaissez peut-être. Les Restionacées, c'est un peu comme des prêles, c'est des plantes à fleurs qui ressemblent à des prêles qu'on trouve beaucoup en Afrique du Sud, enfin surtout en Afrique du Sud, mais un peu aussi en Australasie. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même deux en Amérique du Sud, et étonnamment, j'ai eu la chance de les voir. Donc, celle-là, une plante en coussin, ras le sol. Et puis, voilà, bon, Joseph Paul Gaimard, en 1820. Et puis, celle-là, j'ai eu la chance de la voir un peu plus tard. Donc, ça, c'est une forme typique des restionacées, car ça m'a des prêles, alors que ça n'est pas du tout. C'est la peau d'Aspina, je l'ai vu sur l'île de Chiloé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les deux seuls restionacées d'Amérique du Sud, alors qu'il y en a des centaines en Afrique du Sud et en Australie. Bon, un agrostis. Vous avez quand même un énorme cortège de bryophytes. Bon, j'ai pas eu le temps de m'y pencher énormément, mais là, vous avez quand même deux hépatiques, Plasmatocolla et Zigela qui est quand même un peu plus connu. Ça, quand j'ai eu l'occasion de travailler, comme je disais tout à l'heure, sur l'île d'Amsterdam, c'est des cortèges de bryophytiques, enfin, cortèges lucinaux qu'on avait l'habitude de voir. C'était intéressant de les voir là-bas aussi. Bon, la photo est pas folle, mais Minnephelum falklandicum, qui n'est pas endémique, qui est aussi en Amérique du Sud. Donc, qui ressemble, c'est vrai que dans l'étaphe, on a Peltatum, ça ressemble quand même beaucoup, avec des, ça, c'est une nouvelle rubiacée, si je ne me trompe pas, Nanodea. En général, c'est des plantes qui sont assez hautes, qui vivent dans les marais. Mais là, c'est des plantes à ces altitudes qui sont complètement rases, qu'on peut aussi voir sur des coussins de Bolax. Ah, c'est des plantes assez étonnantes. Bon, un jonc, qui a sur toutes les îles subantarctiques également. Alors ça, c'est une juncacée qui est vraiment marrante. Marsipospermum grandiflorum. Vu de près, c'est très graphique pour une juncacée. Et ça forme ah, la photo est peut-être pas excellente, mais vous voyez toutes les tiges orangées. Et c'est cette plante-là, et on la retrouve à partir d'une altitude, elle est vraiment partout dans ces milieux. Ah, ça, c'est un milieu typique, enfin une photo typique des paysages malouins, avec le Bolax et Empetrum et Blechnum magellanicum. Voilà. Là, on arrive sur les Felfields que je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est autour de 600-700 mètres d'altitude où il y a un vent constant. Là, vous voyez qu'il y a Bolax gumifera et on verra une Usnea, un lichen, Usnea aurantiacoatra, et qui sont pratiquement les seuls à peupler ces milieux. Là, vous avez l'Azorelle, Azorella selago. Ça, c'est une azorelle qui est connue des autres îles subantarctiques, les Kerguelen. Je ne sais pas si dans la Géorgie du Sud, mais les Crozet, il y en a. Bon, Macquarie Island, il y a les nôtres, mais c'est du même style. Donc, c'est une azorelle complètement prostrée et qui, même en Amérique du Sud, n'est pas très courante. Donc, c'est quand même une plante assez rare dans ces milieux-là, à part au Kerguelen, bien sûr. C'est la goïne apiacée. Ouais. Et puis là, ça, c'était comme ma plus belle découverte au Malouine. C'était une valériane, alors Valeriana sedifolia, qui a été décrite par Dumont d'Urville également, qui forme des coussins en pleine montagne, comme ça, accolés au rocher. Une valériane, quoi. C'est quand même dingue qu'on connaît les valérianes européennes. Ça a quand même rien à voir. Voilà, là, sur un coussin de Bolax, le Bolax sert souvent de plante, est un peu plante facilitatrice pour de nombreuses espèces. Bon, une cardamine, qui ressemble beaucoup à Hirsuta. Voilà. Donc, le lichen que je vous montrais tout à l'heure, plus Neorantiaquatra. Bon, j'ai mis l'espèce, je vous ai ramené un peu de biblio si jamais il y a un livre sur les lichens des Malouines. Celui-là. Et donc, grâce à ça, ça a l'air d'être cette espèce-là. Vous avez une autre noncule qui est assez typée quand même, Sericocéphalus, toute poilue, toute petite. Je sais pas, la photo doit faire au mieux 10 centimètres de large. Une Timéléacée typique des Felfides, Drapetes muscosus. Voilà, on n'a pas l'impression que c'est une Timéléacée non plus, quoi, c'est assez incroyable. L'Usula alopecurus, une usule qui est bien typée, qu'on retrouve sur beaucoup de milieux malouines. Et puis, on n'a pas encore vu le lycopode. Là, c'est Austroleucopodium albofi, donc qui ressemble beaucoup à Austroleucopodium magellanicum. Pour l'instant, j'ai pas trop vu la différence. Mais voilà, c'est des petits lycopodes de l'hémisphère sud, avec Golteria, Bolax, encore une fois.
Et puis, vous avez une violette minuscule, Viola tridentata, les feuilles en trois dents. Ça, c'est une violette des Felfield qui recouvre les Felfield, mais qui dépasse pas 1 centimètre, quoi. Donc ça, c'est une nouvelle plante endémique des Malouines, Amadrias argentea. Amadrias, il y a 4 ou 5 espèces en Amérique du Sud, il n'y a pas énormément d'espèces. C'est proche des renoncules, mais c'est dioïque. Donc là, vous avez la plante mâle, et puis là, vous avez la plante femelle. Ça, c'est pareil, c'est des plantes généralement toutes fines, pas tout le temps, qui sont souvent abruties, enfin, qui sont souvent mangées par les moutons. Donc on n'a pas forcément, de ce que j'ai entendu dire, on les voit pas forcément souvent en fleurs. Ouais, c'est un autre lycopode, Stroricopodium confertum, avec 2 espèces. Et donc ça, c'était la raison de ma venue dans cette chaîne de montagne. C'était Nassovia falklandica, qui était une espèce endémique, c'est la dernière espèce endémique décrite, et qui est décrite en 2013, découverte en 2009 sur ces montagnes-là. Elle est connue que de 5 localités sur 2 chaînes de montagnes assez proches. Mais c'était trop tôt. C'est une plante tardive qui fleurit plus tard. Donc j'ai pas eu l'occasion de la voir en fleurs. Mais voilà, ça c'est une plante typique des Felfield, avec souvent Abrotanella et Marginata. Donc ça, c'est une plante très courante en Amérique du Sud, mais qui passe vraiment inaperçue, qui fait des petits coussins, qui généralement n'est pas fleuri comme ça. Ça, c'est une astéracée, qui a été décrit par Gaudichaud. Et le milieu le plus emblématique des Malouines, qu'on retrouve pratiquement pas ailleurs, c'est ce qu'ils appellent le Stone River. Géologiquement, c'est apparu avec les dernières glaciations. Et donc, c'est assez incroyable. On a l'impression que c'est fait par l'humain. C'est des rivières de pierre comme ça, où il y a quand même quelques espèces qui sont inféodées à ces milieux. Alors, c'est le cas de celui-là, Nassovia serpens, qui est endémique des Malouines, qui a été décrit par Durville d'ailleurs. Bon, là, c'était un peu tôt, c'est quand même des plantes tardives. Les Nassovia, la fleur commençait juste. Donc, c'est des plantes toutes lâches qui passent entre les pierres et qui ressortent. Voilà. Donc, ça, c'est des plantes comment dire, qui ont évolué avec ces Stone River, quoi. Bon, elles étaient sûrement là avant les Stone River, mais morphologiquement, elles ont divergé. Voilà un peu enfin, le port que ça peut avoir. Bon, dans ces milieux-là, vous avez une Alstroemeriaceae. Alstroemeria, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une famille assez répandue en Amérique du Sud. Et là, vous avez l'Usuriaja marginata. On se trouve très souvent, mais très peu en fleurs en général. Et puis, dans ces Stone River, on peut voir un polystique, Polystichum morioides, qui a été décrit par Bory, encore une fois. Cette fougère n'est connue que de Géorgie du Sud et des Malouines. Donc elle n'est pas endémique des Malouines, mais elle est subendémique. Elle est connue que ces îles-là. La Géorgie du Sud, c'est une île aussi subantarctique et on va dire entre l'Antarctique et les Malouines. Voilà, Maurice de Saint-Vincent, qui a surtout travaillé sur les cryptogames. Et juste, je voulais faire la comparaison avec, il y a tout un groupe de polistiques de l'hémisphère sud qui morphologiquement nous paraissent étonnantes par rapport aux polistiques qu'on connaît en Europe. Donc là, Polystichum andinum, du côté d'Ushuaïa aussi, qui est tout petit, vous voyez les lunettes de soleil, dans les éboulis. Puis là, par exemple, un autre, bon ça c'est encore un autre groupe de Polystichum, mais un autre Polystichum sur l'île d'Amsterdam, dans l'océan Indien, sont, sont vraiment différents. Et puis, je crois qu'on a terminé sur une bonne partie des milieux. Nephelum tortuosum. Bon, la photo est pas dingue. Le temps était un peu, est pas plus ce jour-là, donc c'est pas facile de prendre des photos, mais c'est un hyménophile qui a des frondes toutes tortueuses, donc qui est assez facile à reconnaître, mais il est connu que de 4 ou 5 localités, donc j'étais étonné de tomber dessus par hasard, au milieu des Stone River, ça c'est étonnant. Alors, je vous ai beaucoup parlé des botanistes français, il y a quand même eu d'autres botanistes, enfin d'autres naturalistes plutôt, bon, Darwin, par exemple plus, entre 1833 et 1834, et puis Joseph Dalton Hooker, qui était sûrement le botaniste le, le, qui connaissait le mieux les îles subantarctiques. Il avait fait avec le Challenger tout le tour du monde et il avait passé par toutes les îles subantarctiques, donc il était un peu référent là-dedans. Il a décrit pas mal d'espèces aussi. Puis je vous ai pas parlé des espèces exotiques, je me suis concentré sur les natives, mais euh, dans l'ensemble, je trouve que par rapport à certaines îles, le, le- la flore invasive n'est pas en danger beaucoup d'espèces natives. Alors, je vous ai parlé de l'Oya, de certaines plantes comme ça, mais en général, elles restent autour des settlements. Mais c'est sûrement dû au climat, entre autres. Mais vous avez quand même quelques espèces comme le lajon. Donc, vous connaissez les envahissants sur pas mal d'îles, comme à La Réunion, etc. Mais il était utilisé comme clôture à l'époque. Et maintenant, il commence à se disperser.
Donc ça, pour l'instant, c'est l'espèce problématique au Malouine. Donc il y a des problèmes d'arrachage, mais comme ça existe au feu, etc., c'est quand même pas simple d'éradication. Pour finir, toutes les observations que j'ai pu faire, je les ai mises sur iNaturalist si ça en intéresse certains. Elles sont en ligne. Et merci de votre écoute. Je termine là-dessus. Donc, comme je vous disais, vous avez ramené de la biblio, s'il y en a qui sont intéressés. Il y a donc le livre référence sur la flore des Malouines, les insectes des Malouines, les lichens des Malouines et les oiseaux.